On va parler ce soir dans le grand direct des relations compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire, entre Israël et la Turquie. Je reçois en effet un citoyen turc, tout d'abord Michel Alfandari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes blogueur, vous tenez un blog, vous êtes spécialiste des relations précisément entre Israël et la Turquie. Tout à fait. Ce blog, c'est un... C'est un blog récent qui s'appelle alfandar.fr et dans lequel je traite effectivement des sujets liés aux relations Israël-Turquie, un peu aussi la France et les États-Unis. Ce sont les 4 pays dont je connais assez bien les cultures. Ce sont un peu mes cultures, parce que moi, à l'origine, je suis originaire d'Istanbul. J'ai vécu 8 ans à New York. J'ai étudié à New York et ça fait une vingtaine d'années que je suis installé à Paris. Je suis cadre dans une grande entreprise internationale et en parallèle, donc, je tiens ce blog. Voilà, donc vous vous intéressez de près à ces relations qui sont compliquées. On l'a dit surtout depuis 2010, depuis l'affaire de la flottille de Gaza, parce que ça a marqué vraiment une rupture, on va dire, dans les relations entre Israël et la Turquie. Rupture, on va dire, ça a marqué. On a, avec l'épisode du Mavi Marmara, de la flottille, on a atteint, on va dire, le point le plus bas dans les relations. Peut-être rappeler en 2 mots le avant Mavi Marmara. Avant, il faut savoir que jusqu'en 2010, les relations étaient assez tirées quand même par des intérêts, on va dire, communs, convergents, dans 2 domaines. Le domaine des renseignements d'abord, puisqu'on sait que Ben Gurion, en 1958, avait signé avec son homologue turc un accord de coopération par rapport aux renseignements, sur l'échange de renseignements. Donc Israël et la Turquie étaient des alliés, on va dire, dans la région. Voilà, sur ce plan-là. Et deuxième date importante à retenir peut-être, avant 2010, c'est septembre 1995, accord cette fois-ci militaire, qui permet aux pilotes israéliens de s'entraîner sur l'espace aérien turc. Ouais. Donc ça, c'est la période avant. Avec Mavi Marmara, on arrive effectivement à un point le plus bas. On rétrograde les relations au niveau second secrétaire, il n'y a plus d'ambassadeur. Et la Turquie, et on va faire le lien peut-être si vous voulez avec ce qui s'est passé hier, et la Turquie a 3 revendications vis-à-vis d'Israël pour renormaliser les relations. 1, des excuses. 2, des indemnisations des familles des gens qui ont été tués. On peut dire que ces 2 premières conditions ont été remplies, semble-t-il ? Oui, finalement, c'est ça. C'est pour ça que ce qu'on a appris hier... Donc la justice turque hier a ordonné l'arrestation de 4 hauts gradés, dont l'ancien chef d'état-major de l'armée israélienne, pour l'incident de Gaza. Voilà, c'était un peu inattendu. Alors, on savait qu'il y avait une procédure qui continuait un peu en background, qui durait un peu longtemps pour des raisons de procédure. Mais on ne s'attendait pas à ça, parce que justement, depuis, on va dire, février de cette année, donc depuis peu, et dans la presse turque et dans la presse israélienne, on pouvait lire des analyses qui montraient qu'un accord était imminent. En tout cas, on se rapprochait d'un accord, d'autant que, pas moins que le ministre des Affaires étrangères turc, Ahmet Davutoglu, avait annoncé, je crois que c'était le 9 février à la télévision turque, il avait dit que jamais les 2 pays n'ont été si proches d'un accord. Des chiffres très précis étaient cités par rapport au montant d'indemnisation des familles, etc. Donc l'attente, si vous voulez, était forte. Sauf que, effectivement, on oublie qu'il y a des échéances électorales très importantes qui, je pense, expliquent en grande partie cette nouvelle un peu inattendue. Donc échéance en Turquie, que sont cette élection présidentielle qui va arriver. Voilà. Donc, alors, rappelez quand même en 2 secondes qu'il y a eu déjà une première échéance importante. C'était le 30 mars. Les élections municipales ont, elles, été gagnées, et de loin, par le parti AKP du Premier ministre Erdogan. On aurait pu imaginer qu'après cette échéance passée, les relations reprennent. Eh bien non. Il y a effectivement des présidentielles qui arrivent au mois d'août, donc dans 3 mois. C'est le 10 et le 24 août. Pourquoi elles sont importantes ? Alors, même si la Turquie n'est pas dans un système présidentiel à la française ou à l'américaine, il faut savoir que c'est la première fois dans l'histoire de la Turquie que les présidentielles vont se faire au suffrage universel. Donc, il y a un jeu symbolique important. En ce moment, le Premier ministre Erdogan ne s'est pas encore officiellement porté candidat. Il hésite. Les enjeux sont assez complexes. Toujours est-il qu'il est tout à fait plausible de croire que, comme dans le passé, la critique dure, forte, voire hostile vis-à-vis d'Israël a été finalement un calcul électoral payant vis-à-vis d'une partie de son électorat. Ça veut dire quoi qu'en Turquie, la majorité finalement de la population est hostile à un accord de collaboration avec Israël, ne voit pas Israël comme un allié de la Turquie ?
On n'a pas des chiffres précis là-dessus. Ouais. On a en revanche des chiffres précis sur ce que pense l'opinion israélienne vis-à-vis d'un accord avec la Turquie. Justement, il y a quelques mois, je lisais une étude du centre Evans, je crois, qui est rattaché à l'université de Tel Aviv, qui a fait un sondage où on voit que 73,8% de la population israélienne est favorable à l'amélioration des relations avec la Turquie compte tenu de la situation au Proche-Orient. On n'a pas de sondage, on va dire, miroir similaire en Turquie. Donc j'ai du mal à vous dire quels sont les pourcentages précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une bonne moitié de la population qui reste assez pro-Erdogan, mais de fait, une autre bonne moitié qui reste contre les politiques d'Erdogan. Donc c'est difficile à dire. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que on a vu ces temps-ci dans la presse officielle turque quelques relents antisémites, notamment après l'accident de la mine où on a voulu parler d'une sorte de complot juif. Est-ce qu'on peut dire qu'en Turquie, la communauté juive, par exemple, est bien intégrée ou est-ce qu'elle souffre d'antisémitisme ? Ça dépend si vous regardez la moitié pleine ou la moitié vide du verre. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut retenir, s'il y avait une seule chose qu'il fallait retenir sur la communauté juive de Turquie, c'est la chose suivante. Alors qu'ils étaient 100 000 il y a une centaine d'années, aujourd'hui ils ne sont plus que 17 000. Ouais. Voilà. Et les projections démographiques basiques démontrent que dans une trentaine d'années, ils vont malheureusement disparaître, ce qui est non seulement très triste, mais c'est aussi vraiment une proposition perdant-perdant, je pense, et pour la Turquie et pour les Juifs. Oui, parce qu'il y a une présence ancestrale des Juifs en Turquie. Ouais. Qui d'ailleurs précède 1492 et l'expulsion d'Espagne. Bon, donc ça c'est la mauvaise nouvelle, si vous voulez. Maintenant, après, pourquoi je dis que le verre est demi-plein, demi-vide ? Parce qu'il faut quand même que les téléspectateurs comprennent que les véritables tragédies ou les véritables drames contre les non-musulmans en Turquie ont concerné dans le passé les Arméniens et les Grecs. Ouais. D'accord ? Ça, c'est des histoires que l'on connaît bien, très tragiques. En revanche, les Juifs, eux, ont souffert d'événements, on va dire, moins graves, mais graves quand même. Et ce, bien avant l'époque actuelle du gouvernement AKP. Par exemple, il faut juste rappeler que, alors que le traité de Lausanne de 1923 stipule que toutes les minorités non musulmanes du pays doivent avoir accès libre, comme tout le monde, aux postes publics, de fait aujourd'hui, c'est pas le cas pour les non-musulmans. Ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qui perdure depuis 80 ans. Donc vivre dans ce contexte n'a pas été extrêmement facile pour les Juifs de Turquie. En même temps, il faut comprendre qu'on est très loin d'une situation à l'iranienne. Il y a quand même une grande liberté, mais on est en même temps très loin d'une situation à la française ou à l'américaine, parce qu'il n'y a pas une totale égalité. Alors, il nous reste pas une grosse minute, on va dire, mais il faut quand même évoquer maintenant l'avenir de ces relations. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, c'est votre opinion, que Israël et la Turquie sont condamnés finalement à se rapprocher ? Il y a des enjeux importants pour les deux. Alors, d'abord, c'est pas mon opinion, c'est aussi l'opinion de la grande majorité, pour pas dire la quasi-unanimité des observateurs. Ils auraient intérêt, les deux parties, pour rompre leur isolement diplomatique, notamment côté turc. Vous savez que depuis que la Turquie a soutenu ouvertement les rebelles sunnites en Syrie, qu'elle a soutenu les frères musulmans en Égypte, la Turquie n'a plus de relations diplomatiques avec l'Égypte et la Syrie. Ses relations avec l'Irak et l'Iran ne sont pas excellentes non plus. Donc elle est isolée. Elle est isolée aussi un peu sur le plan militaire parce qu'elle ne participe plus aux manœuvres de l'OTAN, parce qu'Israël y participe. Mais une fois que l'on a dit tout ça, il faut ajouter l'argument principal qui est l'exportation du fameux gaz naturel israélien qui a été donc découvert il y a quelques années. C'est le fameux gisement Léviathan que Israël a besoin d'exporter. Et la Turquie, c'est le moyen le plus court. La Turquie, et par le biais de la Turquie, l'Union européenne, c'est le moyen le plus court, le moins cher, et ça a l'air d'être une vraie proposition gagnant-gagnant. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Michel Alfandary. On rappelle que vous tenez donc ce blog Alfandary. Alfandar.fr. Alfandar.fr, spécialiste donc des relations entre la Turquie et Israël. Merci d'avoir été l'invité du Grand Direct ce soir. Bonne soirée. Merci. À vous. Dans un instant, nouveau journal à venir sur i24 News.